Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Une émission extrêmement spéciale, mais on reviendra après le générique dessus. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux et bonjour Matou, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Bonjour à Dragor qui nous a abandonnés. Parce que ce genre de concept ne lui plaît pas. Mais j'espère qu'à la fin de l'émission, pour une prochaine, il pourra se joindre à nous ainsi que d'autres. En espérant que le petit jeu auquel on va se livrer, ça va plaire. Et je pense que ça plaira à beaucoup de fans de Star Trek. Un petit jeu, tu nous intrigues. Très chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur les ondes de puissance maximale. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Alors, Matou, qu'est-ce que tu nous as réservé comme petite surprise pour cette émission d'aujourd'hui ? Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de fans de Star Trek. C'est le thème, c'est l'équipage idéal, ou du moins l'équipage préféré, l'équipage dont on rêve, à peu près tout ce qu'on peut projeter comme, on va dire, fantasme, envie, ou bien faire... Julia Roberts, c'est tout. Voilà, en effet. Et tout ça pour dire que je pense qu'on est nombreux en tant que fans de Star Trek un jour à se dire et oui, et toi, ça serait quoi ton équipage préféré parmi l'ensemble des personnages qu'on a vus dans Star Trek. Voilà, donc c'est un petit jeu, je pense que j'espère du moins que ça fait écho à bon nombre de personnes qui nous écoutent, à des discussions entre fans et tout ça. Donc c'est ce que je te propose là comme hors-série spéciale. Premier, j'espère, d'une série sur et toi, c'est quoi ton équipage préféré ? Eh bien, j'accepte le défi et je suis très heureux d'y participer. Comment est-ce que tu veux qu'on procède ? On fait quoi ? On fait chacun un personnage puis l'autre ou... Moi, je trouve ça intéressant parce que dans l'équipage préféré, l'équipage fantasmé, l'équipage à peu près, on va dire, idéal, tout ça, serait se mettre d'accord sur les fonctions, d'abord qu'est-ce qu'on prend comme rôle, en fait, et de définir un petit peu ces rôles pour voir à peu près comment chacun, on va dire, y correspond ou n'y correspond pas, puisque sinon on reste dans une logique de moi j'aime bien cet acteur, moi j'aime bien Julia Roberts, alors je la mettrai n'importe où, je la clonerai, je mettrai qu'elle dans tout l'équipage, etc. Oui, des clones de Julia Roberts. Voilà. Faut pas te laisser un holodeck, toi, hein. Non. Allez, écoute, c'est parti. Donc, voilà, ça serait de se poser un petit peu les questions des différents rôles de personnages qu'il peut y avoir sur une passerelle de Star Trek et quelles fonctions ils remplissent. Et puis, tu vois, on pourra en discuter, tu vois, de ce que chacun projette sur ses fonctions et puis de voir dans les séries, les films. Qu'est-ce qu'on a vu comme élément qui s'en rapproche et pourquoi est-ce qu'on mettrait plutôt tel autre, qui c'est qu'on ramènerait qui n'a jamais joué dans Star Trek à part Julia Roberts, qui pourrait coller, enfin voilà ce que je te propose. Ok, bon évidemment je fais le naïf mais j'avais préparé ma petite liste juste pour qu'on soit d'accord sur les membres d'équipage. Il y a bien donc le capitaine, un numéro 1, un scientifique, un médecin, un ingénieur-chef, un timonier, un chef de sécurité, et parfois un conseiller. Alors justement, on va pas en reparler pour le conseiller. Jusqu'à présent, oui, c'est grosso modo l'ensemble des rôles que l'on a pu voir. Ce serait marrant d'avoir JP avec nous, un de ces quatre, c'est en tant que bon connaisseur de Star Trek. Tu vois, de regarder un peu les évolutions de ces rôles au fur et à mesure des séries, leur manière d'évolution et tout. Donc voilà, c'est comme ça que je te dis qu'on a de quoi faire dans des numéros 2, mais on peut partir, je pense, là-dessus. Mais ça va te faire sourire parce que j'aimerais qu'on laisse le capitaine et le numéro 2 pour la fin. Mais oui, non, c'est le mieux à faire. Oui. Voilà. Et pas que pour donner envie aux gens de nous écouter. Écoutez-nous jusqu'à la fin. Si on est pénible sur le timonier,
vont arrêter direct. Hein, donc, alors que si on met le capitaine, ils essaieront d'aller jusqu'au bout, puis on va, c'est bon, c'est nul, allez, les deux là en train de faire leur truc, merci, au revoir. Voilà, donc comme je t'ai dit, c'est dans la logique d'essayer d'intéresser du monde. Oui. Et donc de passer par on va dire, pas le plus important d'abord, pas ceux qui ont le plus de capital symbolique ou de réputation, hein, parce que tout le monde a rêvé d'être un numéro 1 ou un numéro 2, et beaucoup moins d'être le conseiller, par exemple. Voilà. Bon, le conseiller, donc, comment on le définit? Moi, je le garderai un peu vers la fin. Quand même. D'accord. Ouais. Là, je commencerai par le plus classique, un simple. On va prendre le timonier. Ah, très bien. Alors, quelles sont on va dire, les compétences que devrait avoir un timonier qui, pour moi, je l'associerais dans notre univers. Je parle le tien et le mien. Hein. Enfin, la réalité, parce que je sais que tu as plusieurs univers, toi, dans ta tête. Donc, plutôt un pilote. Hein, oui. Et de ce qu'on peut voir de la typologie des pilotes, moi, j'ai noté quelques compétences. Tu vois, c'est souvent des personnes qui savent prendre des risques calculés. Oui. Mais qui ont donc un côté à prendre des risques, donc à être, comment dire, pas des têtes brûlées, mais il y a un côté joueur chez les pilotes. Il y a un côté égo qui va avec ce côté à la fois joueur. Il y a un côté de compétition. Il y a un côté de confiance en eux. Oui. Tu as pour moi une certaine typologie, tu vois, du pilote. Pour te donner un exemple d'opposition par rapport à un scientifique qui va essayer d'étudier tous les paramètres, de bien comprendre une situation, là où un pilote va écouter son instinct, il va foncer. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme film pour s'appuyer? Moi, l'un des meilleurs films que je conseille sur les pilotes de course, c'est Rush, de Ron Howard avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Ah, mais du coup, tu commences par les... J'avais pas compris qu'on commençait par les... Je croyais que tu voulais faire avec les personnages. Ah oui, d'accord, pour définir l'état d'esprit. Excuse-moi. Voilà. Donc, Rush, voilà, vas-y. Tu vois, Rush, que je vous conseille, sur plutôt le côté un peu, tu vois, compétition, confiance. On a pu voir l'étoffe des héros sur la formation de certains astronautes. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Voilà. Voilà. Mais je vois très peu de films, en fait. Non. Et on a les Top Gun et Jour de tonnerre. Hein. De toute façon, l'un est à la décalque de l'autre. Il y en a un, c'est des pilotes de chasse, l'autre c'est des pilotes de course. Les deux avec Tom Cruise. Air America avec Mel Gibson. Et puis plus récemment, Le Baron Rouge, qui est un film européen, ou Drive. Je vois l'idée. Tu as vu quelques-uns? Oui, j'ai vu Drive. Mais moi, ce qui va m'oriente dans le pilote, ça sera un personnage dans un jeu vidéo, dans Mass Effect, en fait, le timonier du vaisseau spatial dans Mass Effect. Mass Effect, je l'ai déjà dit, en fait, c'est extrêmement inspiré de Star Trek. Et en fait, on a un timonier qui a tout ce que tu as défini, donc un peu tête brûlée, qui pilote à l'instinct, vraiment. Tu vois, et alors c'est bien que tu passes par les jeux vidéo parce que, comme je l'ai dit, j'ai très peu de culture sur les jeux vidéo, même si j'ai des gamers autour de moi pour ça, et je ne peux que valider parce que Mass Effect, je me suis intéressé parce que c'est, à mon avis, dans la production tout confondu, cinéma, film, série, jeux vidéo, c'est l'une des plus grandes claques des 20 dernières années, tellement ils ont vraiment réussi à construire un univers qui tient debout, comme tu vois, on peut voir pour le pilote qui a réussi à garder une certaine justesse psychologique dans bien des éléments. C'est, à mon sens, quelque chose d'assez extraordinaire. Petit aparté, tant que tu y es, je te jette la balle. Tu as pensé quoi du dernier nommé Andromeda? C'est après Mass Effect 2, c'est mon opus favori. Et c'est tellement mon opus favori que je n'ose pas y jouer parce que je ne veux pas le finir. Parce qu'à ce qui paraît, la fin est un peu décevante. Et puis bon, il a été lancé trop tôt, il n'a pas été fini. Il a beaucoup de défauts, mais je pense que là, c'est le jeu le plus trekien auquel j'ai pu jouer. Et c'est tellement beau. Rien que la première dizaine de minutes, on débarque sur une planète. On rencontre une espèce intelligente qui nous tire dessus.
Nous, on joue un personnage, on joue à la troisième personne, donc en fait, on a plus l'impression de regarder un film parfois que de jouer. Et on a donc notre personnage qui discute avec un de ses amis, et son ami lui dit mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils nous tirent dessus? Et l'autre lui dit on débarque sur leur planète, on ne les a pas prévenus, on est armés jusqu'aux dents, même si nos intentions ne sont pas négatives ou agressives. Comment tu veux qu'ils nous reçoivent bien? Et cette phrase, je me suis dit, c'est bon, les mecs qui ont écrit Star Trek, Mass Effect Andromeda, ont vu Star Trek et l'ont aimé, c'est certain. J'aime beaucoup Andromeda. D'accord. Moi, ce n'est pas les échos que j'en ai eu, mais tu vois, je pense que ça veut dire qu'on pourrait faire un de ces quatre, tu vois, une émission spéciale sur Star Trek et ses influences, où est-ce qu'on peut en trouver, et plus largement sur, tu vois, la SF, on va dire, sur l'exploration spatiale, séries, films et jeux vidéo. Ça pourrait être passionnant. On en parle souvent avec Renaud, mais on sait pas encore bien comment attaquer, sous quel angle attaquer cette émission, mais c'est prévu, c'est dans les tuyaux. D'accord, voilà, encore du teasing, tu vois. Alors, pour revenir à ça, moi je trouve que de l'ensemble de toute la saga, c'est Tom Paris qui colle le mieux à ça. C'est celui qui m'a fait le plus ressentir, voilà un timonier. Moi je trouve que c'est vraiment le de tous, voilà, alors, plus que Sulu, tu vois, plus que Mayweather. Non, moi j'ai vraiment ressenti chez Tom Paris. Tiens, toi t'es un pilote. Est-ce que Mayweather est vraiment un pilote? Mayweather, le personnage dont on ne parlera pas. Voilà, c'est dommage. Tellement de potentiel raté avec ces personnes. Bon, c'est pas grave. Tom Paris, tu vois, alors oui, j'y ai pensé. C'est le seul personnage de Voyager auquel j'ai pensé pour tous les trucs. Voilà, spoil alert, il n'y aura aucun personnage de Voyager dans mon équipage fantasmé. J'ai hésité à le mettre, sauf que Tom Paris ne me semble pas assez Starfleet, à mon goût. Donc j'ai mis un personnage qui n'est pas forcément timonier. Peut-être que tu vas pas être content parce que j'ai un petit peu contourné la règle. J'ai mis Arex. Alors c'est pas vraiment un timonier, je crois. Il est venu de la série animée. Parce que Arex est vraiment Starfleet. Il obéit aux ordres et il a quand même... On a très peu d'épisodes centrés sur lui, donc on sait pas trop sa personnalité, mais il a quand même ce petit côté, je trouve, un peu pinçant et puis bon, il a 3 bras, donc forcément il est plus réactif que moi, quoi. Non mais oui, ça poilait après avec les limites, comme tu dis, de la série animée qui nous a amené des personnages, mais qui somme toute sont un peu trop en retrait. Tu sais que c'est James Doohan qui fait pratiquement toutes les voix. Oui. Il se passionnait et fait capitaine. C'est l'impression que j'ai pour Arex. Je sais pas. C'est marrant parce que on a enregistré il y a peu une émission avec Miko, l'entrevue, dans laquelle il me dit qu'il a découvert Star Trek en français et je lui disais, le personnage la personne qui a doublé Sulu s'est pincé le nez, il disait capitaine. Et du coup c'est marrant. Bref. Pardon, ça faisait très très spécial. Allez, on continue. Donc juste par rapport à Paris, quand tu dis le côté pas totalement Starfleet, Paris en effet a beaucoup évolué dans son rapport. Faut dire que quand il revient vers Starfleet, Starfleet se limite à Voyager. C'est l'un des éléments de Voyager, c'est que ils sont coupés de leur institution. Donc comment, quand tu es coupé de ton institution, tu continues à en garder les principes. Tom Paris, qui était en rupture avec son père, qui lui était Starfleet jusqu'au bout des ongles. Mais je trouve que, tu sais, en allant très loin, Paris a réussi à retrouver une moelle assez Starfleet en définitive. Tu vois, tout ce qu'on a dit par rapport à la compète, l'ego, la confiance sur un pilote, en effet, ça cadre pas forcément avec on va dire, la volonté d'une humanité un petit peu plus évoluée. Mais justement, ça voudrait dire que dans la question du pilote, tu vois, et de son rapport à l'institution, l'instinct contre les apprentissages quelque part, il y a une foultitude, à mon avis, d'histoires intéressantes à écrire. Voilà, j'ai fini. Tu as vu Gravity ? Oui. Le personnage de George Clooney, assez centré sur lui, a communiqué énormément, mais
quand on est face à une situation sérieuse, cette manière on va dire, de réagir au quart de tour en utilisant toute sa rationalité, en ayant presque un coup d'avance, c'est exactement ce que, d'après ce que j'ai lu sur les astronautes, une typologie assez répandue. C'est-à-dire des gens qui sont, comme je suis, tu vois, ce sont des pilotes assez centrés sur l'égocentrisme sur eux, mais quand il y a le job à faire, on fait le job, on arrête de parler, et même si c'est à notre détriment, on fait ce qui est juste. Et pour ça que dès que tu me montres un pilote qui est dans cette thématique-là, tu vois, qui a une contradiction entre un côté léger, personnel, et un sens des responsabilités et une grande capacité de suivre un protocole ou de faire face à une adversité tu vois, en ne s'y défiant pas, mais en ne cédant pas non plus aux sirènes de son propre intérêt personnel, je serai toujours fan. Ok. Voilà. On continue ? Oui, je t'écoute. Donc, pour prendre quelqu'un qui est justement en contraste, si on parlait un peu du scientifique. Ok. Tu vois, après on a parlé, grosso modo, on a parlé du feu, si on parlait. Donc, pour moi, après là-dessus sur scientifique, je sais pas quelle est ta formation, Rémi. Moi, j'ai une formation scientifique et j'ai été déformé un petit peu par ça. Surtout que j'ai une formation scientifique de matheuse. C'est-à-dire j'ai côtoyé des matheux. Oui. Donc ça a une certaine incidence sur, on va dire, sur mon appréhension dès que tu m'amènes un scientifique. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que les matheux ont une certaine, on va dire, image d'eux-mêmes. Par exemple, la blague chez les chercheurs en mathématiques, c'est de dire qu'un physicien n'est rien d'autre qu'un mathématicien raté. Donc pour moi, toi, le scientifique, après, on est le scientifique d'une série. Donc il y a deux éléments à équilibrer. Il y a le côté scientifique, qui pour moi est quelqu'un qui doit avoir une certaine intériorité. C'est-à-dire face à une situation, tu vois, il va moins réagir qu'essayer de la comprendre dans sa globalité. Une certaine honnêteté intellectuelle, parce que quand tu essayes d'analyser quelque chose, tu avances une théorie qui peut être contredite par les faits. Donc il faut savoir aussi ne pas rester arc-bouté sur ce que tu crois, et si les faits te donnent tort, tu vois. Une grande curiosité. Et à côté de ça, comme on est dans une série, il faut quand même avoir la possibilité de didactique. C'est-à-dire que si c'est pour manipuler des concepts que le public ne connaîtrait pas et ne comprendrait pas, ça n'a aucun intérêt. Et un petit manque de sociabilité, parce que ça marche toujours, ça. Oui, mais alors un petit manque de sociabilité, mais pas trop non plus, pour pouvoir justement quand même communiquer un minimum avec les autres membres d'équipage. Oui, mais tu vois, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu es dans le monde, revenir dans le monde des humains, tu vois. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui doit faire un pied de chaque monde. Donc, on peut jouer, on peut s'amuser dans cette difficulté à passer de l'un à l'autre. Alors, toujours pour nous appuyer sur des films. Donc, j'en étais plusieurs, mais il y en a un qui m'a marqué, moi, parce que je le trouve très juste, notamment par rapport à ce que j'ai pu observer, moi. C'est Will Hunting. Oui, d'accord. Qui est sur des universitaires en mathématiques. Plus récent, tu as Les Figures de l'ombre. Pour ça, j'aimerais bien savoir si Dragor l'a vu, tu vois, petit message pour lui, qui relate en fait des scientifiques femmes afro-américaines. Oui. Tu vois, et tu as dû en entendre parler, qui justement, au travers de ce monde pourtant scientifique, tu as raison, on revoit une certaine forme de discrimination à la fois vis-à-vis du sexe féminin, mais aussi des personnes de couleur noire. Donc voilà, je pense là aussi c'est un film qui peut être intéressant à voir pour beaucoup. Aussi dans la recherche, ce que c'est que d'être guidé par une tension quand on est dans une recherche scientifique. Tu as eu un docu-fiction sur Pasteur qui est passé sur les antennes françaises, que je recommande aussi. Et puis on arrive dans 3 films plus récents. Tu as Imitation Game sur une histoire du temps qui sont faits avec Dominic Cumberbatch et j'ai un trou, je sais pas si tu as vu celui sur Stephen Hawking. Non, je suis désolé. Qui a valu un Oscar à son interprète, Eddie Redmayne, voilà, le nom m'échappait. Tu as Le Stratège, même si c'est pas un scientifique, tu as, je sais pas si tu connais ce film, qui est inspiré d'une histoire vraie avec Brad Pitt. C'est l'histoire on va dire, d'une personne, je sais pas dire quel est son... En fait, il est statisticien. De nos jours, c'est très commun, c'est très répandu dans les sports US, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et c'est quelqu'un qui a basé une analyse
stratégie, de recrutement, d'énormément de choses sur l'exploitation de statistiques. Donc tu vois qu'il y avait une approche du sport qui était une approche, tu vois, quelque part abstraite, vu qu'il traitait des chiffres et des données, alors que le but du sport, là, c'est en l'occurrence le baseball, c'est, tu vois, une batte, une balle, un lanceur, des rattrapeurs, etc. Oui. Donc, mais tu vois, pour bien faire comprendre, c'est quoi d'être dans cette démarche scientifique, d'essayer d'appréhender, et d'influencer sur la réalité. Voilà. Donc, moi, j'avoue que mon officier préféré reste Spock. Mais en fait, avec la description que tu nous en donnes, qui était relativement proche de la mienne, voit deux têtes se dessiner. On a soit d'un côté Spock, soit de l'autre Data. Dax, elle est clairement pas au niveau. Harry Kim, c'est Kim l'officier scientifique, oui. Non, ouais. Kim non plus. À la limite, peut-être que T'Pol, mais elle est clairement en dessous quand même. Elle serait en 3e position. J'ai choisi également Spock parce que il y avait quand même le côté humain. Enfin, quand je dis humain, je veux dire être sensible. Donc c'est de la technophobie, désolé. Mais ces analyses sont plus sensibles peut-être. Il a ce tout petit côté sensible, plus sympa. Je suis d'accord avec toi, mais les deux, tu sais, les personnages questionnants sur l'humanité, comme on peut le voir, et Data étant tellement tu vois, autre chose que pareil pour Spock, mais je suis à peu près comme toi, donc tu vois, ça serait 52-48 pour Spock. Data il correspond absolument, tu vois, donc oui. Voilà. Data pourrait être le fils de Spock, hein, oui. Spock, le créateur de Data. Oui, on est d'accord tous les deux. Je pense que ça va être la seule fois. Après, si on devait ramener un acteur, moi j'avoue que je ramènerais bien Dominic Cumberbatch ou David Tennant. Comme officier scientifique. On a pas parlé de l'acteur pour le timonier. Ah oui, pour le timonier, l'un des premiers qui me vient, mais ça serait Tom Cruise. Parce que oui, à l'époque des 90, des années 90. Des 90, même de nos jours, mais avec la question de est-ce qu'il peut se fondre dans un quoi. Après, Tom Cruise est un très bon acteur qui peut faire beaucoup, mais moi c'est l'une des premiers éléments. Mais si je devais en prendre un autre, tu vois, j'en reparlerai, mais il y a Chris Hemsworth aussi dans ce qu'il montre dans Rush, qui montre vraiment pas mal. Et si tu voulais faire un personnage un peu spécial, tu vois, pour le timonier, c'est sûr que toi qui as vu Drive, qu'est-ce que tu penserais de son acteur principal? Non. Enfin, du moins, pas dans ce personnage-là. Non. Je trouve que j'ai oublié son nom. Il manque de punch, il manque de vivacité, même dans ses autres rôles également d'ailleurs. Hein. Mais c'est comme Jared Leto, hein. Ce sont des personnages qui peuvent avoir un côté très étrange dans le jeu. Oui. Mais tu vois, Jared Leto, je le trouve beaucoup plus vivant. Hein. Il est, de manière générale. Oui. J'ai pas vu tous ses films, mais ne serait-ce que dans Fight Club, il est plus vivant que dans les 10 minutes où il y est que machin dans Drive, dans Les Tresseurs. C'est le personnage qui... Deux. Oui. Ils arrivent à avoir une certaine étrangeté. Pour ça que il faut pas, je dis lui, son nom va me revenir, parce que, il suffit que tu l'aies plus et je l'ai, je suis désolé. Moi, pour le timonier, tu vois, j'ai mis Vincent Lacoste. Je sais pas si tu connais Vincent Lacoste. C'est un jeune acteur français, il a, je sais pas, 25 ans peut-être, grand max. Il avait joué dans cette comédie un peu débile qui s'appelait Les Beaux Gosses, où il y avait deux ados. Ça me revient. Voilà. Donc c'est le grand. Ça aussi, tu sais, la mémoire, on a beaucoup de choses en mémoire, mais après on essaye de viser, mais voilà, j'avais essayé de pas... Vincent Lacoste, vous pouvez le retrouver donc dans Les Beaux Gosses et dans plus récemment un film, j'ai oublié le nom, mais il s'appelle Lou dedans et il joue un ado un peu rebelle, machin. Et je trouve qu'il a ce côté, désolé, c'est un terme de catch, mais il a ce côté un peu attitude. Il va venir te confronter dans son jeu d'acteur et je trouve que il nous a rien montré physiquement encore parce qu'il en est qu'au début de sa carrière, mais je trouve que mentalement et psychologiquement, il conviendrait bien à un rôle de timonier. Voilà. Donc je vais faire juste une petite aparté, oui. Tu vois, d'un acteur français, ça aurait été Jocelyn Quivrin qui aurait été absolument parfait dans ce rôle. Alors je suis désolé, ça a coupé, j'ai pas entendu qui. Jocelyn Quivrin. Alors je ne vois pas qui est Jocelyn Quivrin. C'est normal parce que c'est un acteur qui est hélas décédé à 30 ans en 2009.
ancien mari d'Alice Taglioni, qui était un fondu de voiture. D'ailleurs, ça lui a coûté la vie parce que c'est au volant d'une voiture sport un peu spéciale anglaise, une Atom. Ah oui, et oui, il jouait dans 99 francs. Oui, il jouait dans 99 francs, qui est un... Oui, ça y est, je vois qui c'est. Oui, cite, parce que c'est un de mes films préférés. Mais voilà, je pense que lui aurait été aurait très bien compris l'ensemble des choses. Voilà, c'est assez triste parce que lui aussi, tu sais, tu parlais de Vincent Lacoste qui était au début de sa carrière. Lui a eu une carrière, hélas, fauchée en plein vol, qui est bien triste. Voilà. Comme Anton Yelchin. Exactement. Alors, donc, voilà, le scientifique. Voilà. Est-ce que toi tu verrais quelqu'un d'autre? Qui avait-tu dit? Moi j'avais dit Dominic Cumberbatch ou David Tennant. Oui. Parce que dans les deux, dans la manière de, comme je dis, de montrer un personnage qui est dans deux mondes, de jouer un problème de sociabilité, tout ce que j'ai dit, curieux, honnête intellectuellement, enfin tout ça, je trouve que ce sont des acteurs qui peuvent arriver à te faire ressentir cette intériorité, tu vois, cette gravité, cette manière d'essayer de comprendre les choses. Tennant aurait pu faire un médecin façon Bachir, ce petit côté un peu minot. Moi j'ai mis en scientifique, pardon, j'ai frappé mon micro de manière totalement dégueulasse. En officier scientifique, j'aurais mis Jodie Foster, qui a ce petit air un peu pincé. J'aime bien. Ouais, bien sûr, oui, absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Jodie Foster ferait très bien ce rôle de scientifique. Et puis autant prendre une actrice qui est capable de s'auto-doubler, c'est toujours pratique. Puis tu sais qu'elle a fait quand même des études universitaires. Il me semble que je sais plus si c'est à Yale ou à Harvard. Je l'ignorais. Mais de toute façon, ça se voit que. Alors pour la sélectionner, je me suis basé sur son personnage dans le film Elysium, qui est, elle est plus chef d'entreprise, mais elle a un côté tronche et, comme je disais, un petit air pincé, un peu. Voilà, c'est toujours sur l'attitude que je travaille moi, sur le physique et le visuel. Mais je suis absolument d'accord. De toute façon, tu sais, d'une manière générale, pour un acteur, soit on va dire, tu es dans entre guillemets l'imitation, c'est-à-dire tu observes le réel et tu le recrées même. Soit tu vas chercher quelque chose qui est en toi. Donc pour Jodie Foster, tu vois très bien que jouer un rôle de décisionnaire, elle en a côtoyé, puis elle a été formée comme ils ont été formés. Donc je pense que dans les deux, dans Elysium, voilà, elle a été parfaite pour jouer ça. Voilà, on avance? Oui, on avance. Alors maintenant le docteur. Ah. Le docteur, parce que après le scientifique, le docteur est aussi quelqu'un qui doit avoir une base rationnelle. Mais pour moi, un docteur, toujours pareil, pas d'une manière générale, mais le docteur sur un vaisseau spatial qui est loin de tout, mais qui a des ressources. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine expérience de la vie. C'est-à-dire qu'il doit avoir vu pas mal de choses, parce que quand tu soignes des gens, tu ne fais pas que soigner leur corps ou leur petit bobo, les gens viennent souvent discuter, te parler, il y a plus la somatisation. D'une manière générale, un docteur est quelqu'un qui écoute, à mon sens. Ce qui demande une certaine empathie, mais aussi un tact. Parce qu'il faut savoir comprendre, ressentir, mais dire les choses sans que la personne ne se fâche en face. Et aussi, tu es obligé d'avoir un autre rapport à la mort. Tu es quelqu'un qui côtoie la mort, tu es presque... Dans le rôle d'un docteur, c'est le combat perdu d'avance. Tu es là pour empêcher les gens de mourir, sachant qu'au bout du compte, ils vont mourir. Donc fatalement, tu as, en mon sens, construit une certaine philosophie de vie, certains reculs, mais pas forcément d'être désabusé, cynique ou quoi que ce soit. Voilà. Et si je te demande, toi de suite, quand je te dis docteur dans série un film, tu penses à qui? Sans parler de Star Trek. Sans parler de Star Trek. Je te parle, continuons à regarder alors les oui, séries. Évidemment, je pense à Dr House, mais c'est pas du tout le genre de docteur que j'aurais choisi. Moi, bien entendu, tout le monde pense au Dr House, le plus célèbre docteur actuel. Est-ce que tu penses aussi à Dr Queen? Alors, oui. Oui, Dr Queen, oui, pourquoi pas. Est-ce que donc je pense deviner ton docteur sélectionné. Je t'écoute pour la suite, oui. Est-ce que tu penses aussi au Dr Zhivago? Alors je ne connais pas le Dr Zhivago. Voilà. C'est un roman et un film qui a eu un énorme succès dans les années 50 avec Alec Guinness, avec Omar Sharif, entre autres, qui se passe en Russie de l'époque tsariste à la fin de l'époque stalinienne.
Voilà. Okay. Donc, ce sont les docteurs célèbres. Il y a le docteur, j'allais dire Mortimer. Non, le docteur de Sherlock Holmes. Docteur Watson. Le docteur Watson. Et oui, on va pas en parler, mais sachant que tu sais que Doctor House et Sherlock Holmes sont deux séries, enfin, le House est inspiré très fortement de Sherlock Holmes. D'accord. Non, oui, dans le style, dans la fonction, mais. Mais je te l'expliquerai après. Donc, pour continuer sur ces docteurs, il y a, pour citer, parce que tout ceci est, bien entendu, des films, tu as en France de Médecins de campagne ou La maladie de Saxe, qui sont deux films français sur des généralistes qui sont intéressants à voir pour, encore une fois, voir les thématiques qui peuvent se poser à des docteurs. Et L'éveil, un film des années 90 avec Robin Williams et Robert De Niro sur un docteur qui arrive à faire sortir des gens d'une situation de coma dans lequel ils étaient, enfin pas tellement de coma, ils étaient prisonniers dans leur propre corps. Un film assez, un mélodrame assez puissant par rapport au thème qu'il soulève sur pas mal de choses. Voilà, pour si jamais vous avez du temps à perdre, que vous voulez regarder des films ou des séries, je ne peux que vous conseiller tout ce qu'on vient de citer. Donc, Dr House, pour te dire, il faut savoir que Conan Doyle s'est inspiré d'un médecin qui justement faisait des diagnostics et des fois, je crois aussi des analyses post-mortem en passant sur les faits et à partir des faits, des symptômes, à remonter quelle était la maladie ou qu'est-ce qui a pu se passer. Et cette méthode analytique, il l'a reprise pour son célèbre personnage d'enquêteur, Sherlock Holmes, qui lui-même servira de canevas. Tu vois, la boucle C'est magique. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Fascinant. Pour faire le Dr House qui aura son Watson, qui sera Wilson dans Dr House. Et la filiation a été reconnue et assumée par rapport à ça. Parce que Dr House, là on a un personnage qui, si tu veux, tu as un duo, c'est-à-dire tu as, là encore, avec le Dr House, on voit la rationalité. Le Dr House cherche, tu vois quelqu'un qui pense, qui réfléchit à partir des symptômes, qui élabore une théorie. On retrouve ce côté rationnel. Et avec Wilson, c'est le personnage qui a été décrit comme c'est le mec qui te dit que tu vas mourir dans 10 minutes et au lieu de lui jeter ton flacon ton verre à la figure, il te dit merci. Tu lui dis merci, pardon. Oui. Très empathique, très à l'écoute, voilà. Donc moi je t'avoue que ça serait tu vois, je trouve que ça illustre bien les deux tensions de la médecine. Comme je t'ai dit, quelqu'un qui a besoin d'être dans une rationalité et dans l'empathie. Et pour ça que moi j'ai amené mon de docteur à 50-50. J'adore Phlox et j'adore Bashir. Alors, c'est vrai que Phlox est vraiment bon. J'ai choisi également Bashir. Pour son côté psychologique, moi je l'ai choisi parce il compense sa jeunesse par sa maîtrise en fait de la psychologie. Il prend le temps de s'entretenir avec ses patients et c'est vrai que Phlox le fait très bien. Mais j'ai quand même ma petite préférence pour Bashir parce que je suis un Niner dans l'âme. Donc voilà, pour les éléments. Après, on regarde les autres docteurs. Bon, aucun ne démérite vraiment, mais j'ai préféré prendre, j'avoue, plus, tu vois, un choix plus de. Il y avait aussi disons, c'est l'émission où on oublie les noms. Le docteur de la saison 2 de TNG. Oh, Pulaski, j'ai jamais Pulaski. Ouais, j'aime bien Pulaski parce que elle avait ce petit côté, elle arrive extrêmement pas sûre d'elle, mais dans la confrontation avec beaucoup de personnages, notamment Data, et en fait, son esprit de scientifique justement fait qu'elle s'intéresse à Data et au fur et à mesure du temps, elle commence à nouer une relation avec elle. Oui, mais moi c'est une question de sensibilité. J'ai moins accroché, comme bon après Dr Crusher, je suis moins fan. Oui. Le docteur holographique est très intéressant, mais un peu comme Data, tu vois, il porte des thématiques qui sont au-delà de leur simple fonction. Oui. Pour ça que c'est dur pour moi de les réduire rien qu'à ça. Et donc, si on arrive maintenant, on ouvre, toujours à part Julia Roberts, avec qui tu aimerais jouer au docteur, je le sais. Moi, je t'avoue que si je devais ramener un docteur, des personnages, ben je ramènerais le couple House-Wilson.
je pense que les deux, c'est-à-dire que pas qu'un seul médecin, on pourrait organiser, c'est-à-dire il y aurait le docteur et le... Je vois très bien comment House pourrait être un xénobiologiste pour observer l'ensemble des biologies extraterrestres, pendant que Wilson serait beaucoup plus à soigner ceux de l'Enterprise et autres. Un pour la découverte, l'autre pour les gens. Mais je trouve que le duo, ça serait assez amusant de les voir sur l'Enterprise. Je t'avoue que d'imaginer de Cumberbatch ou de Tennant, ça me marquerait énormément. Ouais. Oui. Moi, j'ai choisi, petit roulement de tambour, Julia Roberts, évidemment. Alors, ce n'est pas que parce que oui, je l'avoue, hein, tant pis. Il y a quand même voilà cette attirance depuis que je suis tout petit vers Julia Roberts. Mais je trouve que tu prends Julia Roberts et tu la mets à la place de Crusher. Et la Julia Roberts des années 90. Mmh. 80, donc non, j'allais dire une grosse bêtise. Coup de foudre à Notting Hill et tout ça. Et je sais pas, voilà, c'est vraiment du physique, du visuel. Mais par contre, je trouve que Wilson Creuse, le docteur de Discovery. Est très bon dans son rôle. C'est dommage qu'il n'a pas eu plus de présence. C'est mon coup de cœur de Discovery. Je ne parle pas beaucoup de Discovery parce que, par exemple, sur le pilote, Discovery n'en a pas mis en avant. Après, je ne cache pas que je suis quelqu'un qui n'aime pas Discovery. Mais le docteur, j'ai vraiment mis un coup de cœur. Je l'ai pas mis parce que, pour la bonne simple raison que, pour l'instant, on a vu très peu de lui. Voilà. Et ça joue pas en sa faveur. Mais si tu me donnes l'outsider numéro 1, qui pourrait les concurrencer, Wilson Cruz sans aucun problème. Oui. Je trouve j'avoue que j'ai eu une vraie accroche avec cet acteur. Le fait qu'il soit habillé tout en blanc, je trouve que ça fonctionne très bien. Vraiment, comme toi, je le mettrais en gros outsider derrière Phlox et Bashir, ce qui n'est pas peu dire. Oui. Au suivant. Donc je continue. Donc l'ingénieur en chef. Oui. Pour lui, alors, moi je dirais que je verrais quelqu'un de têtu, de débrouillard, de bidouilleur, avec aussi et forcément des compétences de commandement. Parce que il a son... Mais si tu veux, tu vois très bien que le monde de l'ingénierie dans Star Trek, c'est un petit royaume. C'est un royaume dans le royaume. C'est-à-dire à peu près tous les autres domaines de compétences, tu remarqueras, sont administrés. Tu vois, t'as l'officier scientifique, il y a d'autres officiers scientifiques, d'accord. Mais vraiment, dans l'ingénierie, moi, c'est vraiment un endroit dans lequel le capitaine vient, part et tout. Mais quand il n'y a pas le capitaine, il y a un maître à bord et c'est l'ingénieur en chef. Voilà, il y a un capitaine sous le capitaine, quoi. C'est l'ingénieur chef. Voilà. D'ailleurs, tu le vois parce que l'un des éléments, j'ai revu Génération dernièrement, quand dans la chambre à Thermix, tu as une rupture, tu vois, qu'il faut évacuer, c'est lui qui donne l'ordre d'évacuation. Oui. Tu le vois aussi dans La colère de Khan, enfin c'est lui qui dit on se casse, on laisse la partie du vaisseau qui va exploser et tout le monde, vous allez dans la partie qui est on va dire la chaloupe. Bon, dans Génération, on peut objecter que Picard n'est pas là, mais bon. Moi, j'ai toujours vu Riker comme un capitaine bis plutôt qu'un numéro 2. Surtout dans les films. Enfin bon, tout ça pour dire que il peut pas être centré que sur lui, il peut pas être comme on a vu pour le scientifique, quelqu'un qui ne peut s'entendre qu'avec des gens qui comprennent un peu les sciences et tout. C'est quelqu'un qui doit obtenir beaucoup des gens qu'il a autour de lui et qui a quand même mine de rien une grande responsabilité vis-à-vis du vaisseau. Après, dur de trouver des films dans lesquels le personnage principal serait un ingénieur chef. C'est souvent plutôt des seconds rôles. C'est pour ça que là, j'aurais pas tellement de films à proposer. MacGyver. MacGyver est un solitaire. Oh, c'est un petit chef d'équipe quand même. Il a 2-3 personnes avec lui. Oui, mais tu remarqueras qu'il fait ses aventures en solitaire. Oui, vas-y. Par contre, ça me fait penser, je ne connais pas vraiment la série, mais peut-être les personnages dans la série Mission Impossible. Alors dans Mission Impossible, justement, tu as ce qui s'en rapproche à peu près le plus, tu as les techniciens, que ce soit après dans les films ou dans les éléments, oui. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe tellement. Ils sont au service de l'équipe, ils ont moins de personnes en dessous d'eux.
Et c'est là où je vais te renvoyer la balle pour Mass Effect. Oui, dans Mass Effect, on a plusieurs ingénieurs. Hein. Dans le premier jeu, c'est Talia Zora, je sais plus, c'est un alien qui a un nom très compliqué, qui est une femme, de genre féminin, qui a beaucoup de punch, qui est né dans un vaisseau spatial, donc dont c'est la vie et qui trouve très étrange qu'un vaisseau ne fasse pas de bruit. Elle aime que ça grouille, et d'ailleurs on la retrouve à plusieurs moments en train de traîner par-ci par-là. Je réfléchis, dans le deuxième, je ne me souviens plus. Ah non, dans le deuxième, ce sont des personnages qui ne sont pas, ce sont des personnages pas très centrés. Et Talia revient pour les aider. Dans le troisième, je ne me souviens plus. Et dans Andromeda, par contre, dans Andromeda, on a un personnage qui passe son temps à se disputer avec le timonier, parce que justement dans Andromeda, on a un timonier très respectueux des lignes, très cadré, très carré. Et il passe son temps à se disputer avec l'ingénieur chef qui lui dit, qui sans le prévenir booste les moteurs, ou qui lui fait des petites embrouilles comme ça. Et là c'est un type qui court dans tous les sens et qui rentre dedans en fait, qui a beaucoup de charisme. Mais tu auras toujours, toi c'est le vieux couple entre le mécano et le pilote, qui est un petit peu amené. Alors ce qui est bien dans Star Trek, c'est qu'on nous a montré que un vaisseau spatial, c'est pas une voiture de course, t'as pas qu'un seul pilote, tu as des assistantes avec l'ordinateur de bord, tu as aussi toute une batterie de personnes qui travaillent en ingénierie. Star Trek a montré que c'était, on va dire, une œuvre collective. Mais il est sûr que entre le pilote et, on va dire, le chef ingénieur, il ne peut qu'y avoir une relation entre les deux. Tu vois, pour tous ceux qui ont joué à des jeux vidéo dans lesquels on fait des combats spatiaux, les manœuvres, tu sais, comme pour les manœuvres d'esquive, pour tout ce qui est pour échapper à des poursuivants ou autre, t'es sûr que c'est un lien entre ce que peut faire le vaisseau et ce qu'en fera le pilote, enfin, le timonier. Donc fatalement, c'est celui qui est aux machines qui lui donne les possibilités, les cartes en main. Donc je pense que ça aussi, dans une série, le lien entre l'ingénieur et le timonier, c'est intéressant. D'ailleurs, Voyager a montré cette relation vu qu'il a réussi à les marier. Oui, c'est vrai que c'est malin dans le côté méta, c'est très sympa. Donc, maintenant on en arrive à les deux que j'arrive pas à dissocier parce qu'ils ont fait cette merveille d'épisode justement parce qu'il est très juste sur les comportements de ce que c'est qu'être un ingénieur en chef. Relique. Pour moi, la Forge et Scotty. Je n'arrive pas à dissocier l'un des deux, dans le sens que je trouve ils sont dans la même logique. Tu vois, même s'ils ont des caractères différents, ils animent des équipes, ils donnent à la passerelle ce qu'elle veut, même si des fois c'est l'impossible. Non, je trouve que j'arriverais du mal à choisir entre les deux. Et dans Outsider, par contre, il y a Tucker, que je trouve qui était le personnage, c'était pas gagné de me faire aimer un personnage avec sa typologie dès le départ. Et pourtant, je trouve l'acteur, il est aussi pour beaucoup, mais sa relation avec T'Pol aussi, mais j'ai vraiment vu ce côté, comme je te dis, curieux et débrouillard et bidouilleur. Okay. Pour une époque qu'il était, c'est-à-dire le siècle de Picard a beaucoup plus d'instruments, de théorisation derrière, tu vois. Tucker avait le métier n'est pas du tout le même. Hein. Le métier n'est pas du tout le même. Et là aussi, c'est une des forces d'Enterprise, c'est-à-dire que tu t'arrives à avoir une filiation. Tu vois comment Tucker a pu donner Scotty, qui lui-même donnera la forge. Eh bien, moi j'ai choisi O'Brien. Parce que on passe notre temps dans les premières saisons de Deep Space Nine à le voir avec une clé à molette et une clé sonique, je ne sais quoi, à la main, en train de péter les plombs parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas. Il se dispute tout le temps avec son ordinateur qui ne veut pas lui obéir. Et je trouve que O'Brien a quelque chose de plus réaliste. Désolé pour ce mot un peu insultant, mais par rapport à justement à la Forge et Scotty, qui sont
Disons que ils ont infanté l'ingénierie, je trouve. Ils arrivent, ils réussissent tout sans problème. Scotty est fun parce qu'il explique justement dans Relic que quand il y en a pour 1 heure de travail, il en annonce pour 3 heures. Et ça, c'est chouette. Mais je trouve que les deux sont trop parfaits dans leur boulot, et je trouve que O'Brien a plus de... Enfin, j'aurais tendance à dire, c'est pareil, je vais à nouveau dire un gros mot, mais j'ai tendance à dire que O'Brien a un peu plus de mérite, parce qu'on le voit... tu trouves O'Brien un peu plus terre à terre, quelque part. Ouais, peut-être. Voilà. Après, c'est vrai que Tucker est très bon. Tucker, un peu façon O'Brien, hein, de toute façon, pareil, il est très physique. Mais je vois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Bellana Torres... enfin, peut-être pas à ce point, mais... Ça nous permet, tu vois, à travers cet équipage, ça nous permet de voir une petite réflexion sur les personnages d'une manière générale. Et Voyager est une série, tu vois, quelques rares personnages parmi des personnages, je dirais, moins bien réussis. Posé, Deep Space Nine est plus apprécié pour, on va dire, ces personnages. Beaucoup, enfin, je veux dire, comme toute série, attention, pas de faire une hiérarchisation. Toutes les séries proposent des histoires intéressantes. Toutes les séries proposent des thématiques intéressantes. Mais moi, j'ai souvent vu des gens me dire qu'ils aiment Voyager, même si les personnages, même s'il y a des personnages plus insipides que dans d'autres séries, et me dire dans Deep Space Nine que même si il y a certaines thématiques qui les dérangent, ils sont quand même très fans de personnages. Voilà. Après, bon, après ça, encore une fois, c'est une histoire de sensibilité, mais c'est encore une fois, on voit bien qu'il y a des... Comme tu dis, Bellana n'est pas, à mon avis, l'une des plus grandes réussites. Et c'est assez amusant qu'il ait fait se marier avec l'une des meilleures réussites en tant que terme de personnage avec Paris. Tu vois, enfin, donc, tu vois, c'est l'une des richesses de Star Trek, tu vois, de savoir combiner des éléments. Et donc, dis-moi, qui tu verrais là-dedans en tant que personnage venant, enfin, comme acteur, venant de l'extérieur de la saga. Mais donc j'ai gardé ce côté physique de O'Brien que j'ai retrouvé chez Sharlto Copley, qui joue dans... Bon, on le voit pas dedans, enfin c'est pas qu'on le voit pas, mais on voit pas ce qui m'intéresse en lui dans District 9. Il joue le personnage principal, mais il joue également dans Elysium, un espèce de tueur à gages, je crois, et dans Chappie. Dans Chappie, il joue le robot. Et je trouve que Sharlto Copley, mis dans cet univers de je ne sais plus comment il s'appelle, ce réalisateur là qui a fait ces 3 films australiens, sud-africain. Sud-africain, sud-africain. Bon, c'est pas grave. Et je trouve que dans cet univers un peu poisseux où la mécanique est la solution, Sharlto Copley fait le job. Et toi, qui as-tu mis? Moi, j'ai pris quelqu'un de totalement à l'opposé. Tu vois, c'est assez amusant. Tu vois, nous sommes tous les deux extrêmes et la vérité se trouve entre nous deux. J'ai pris Daniel Brühl. C'est l'acteur allemand. Pour ceux qui n'ont pas vu Rush, que je le redis parce que Rush est un film qui a l'air mineur, mais bien réalisé, très bien interprété, et qui capture quelque chose qui est une tension, je pense, de beaucoup d'êtres humains. Bref. Daniel Brühl joue un Niki Lauda, donc quelqu'un de très cérébral, qui, bien que ayant trait à quelque chose qui est la mécanique, le pilotage et tout, a une approche totalement intellectuelle, cérébrale, presque sortie du caractère humain. Donc, quelque part, pour gérer des machines, j'ai pris quelqu'un qui agit comme une machine. Je sais pas si tu vois. Ouais, j'aurais marrant parce que moi j'aurais mis Daniel Brühl dans un rôle plus... Ah mince, j'ai perdu le mot. Après, peut-être pas de commandement, mais oui, c'est vrai qu'il est très bon dans tout ce qu'il fait. Dans un rôle plus moins physique. Je sais pas si on avait eu un poste de négociateur ou un poste de représentant là de Spock ambassadeur. J'aurais mis Daniel Brühl là-dedans. Mais c'est bon. Ça c'est juste. Hein. Et justement, on va pouvoir continuer parce qu'à partir de ce que tu dis dans un rôle un petit peu plus d'ambassadeur, on va parler de l'officier on va dire de conseiller. Ok. Alors, pourquoi mets-tu le conseiller aussi haut?
Alors déjà, tu sais, moi, c'est l'une des choses que je mets dans Nouvelle Génération. C'est-à-dire que on était passé d'une chaise centrale, parce que dans la série originale, Kirk a sa chaise de commandant qui est tout seul, et on voit très bien que d'une manière symbolique et dans le message qu'on voulait faire passer dans la Nouvelle Génération, on a 3 sièges. Nous avons donc le capitaine, on a son premier officier, et à côté de ça, on a un conseiller. Sachant que les années 80 étaient une période dans laquelle il y avait un essor de la psychologie, de psychanalyse, et donc je pense que Roddenberry estimait qu'il était important qu'il y ait un conseiller du capitaine qui soit sur ces versants psychologiques, que ça faisait un équilibre, un peu comme si le capitaine était entre le métier qui a un côté plus militaire, dirons-nous, et d'un conseiller plus psychologique. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. J'ai remarqué que dans Voyager, c'est absent. Je pense que dans Voyager, ils n'ont pas voulu le faire parce que ils ont voulu que ça soit Janeway qui soit la confidente entre guillemets de l'équipage, celle qui écoute, remet d'aplomb, maman, voilà, quelque part. Et tu vois, c'est quand même une grande différence entre le siècle de Kirk et le siècle de Picard, c'est la création de ce conseiller. Sachant que tu as un épisode que j'aime bien quand tu as une série d'avaries assez graves de fait d'une collision dans l'Enterprise où on apprend que le conseiller c'est quand même le numéro 3. Oui, c'est vrai que lorsqu'il n'y a plus personne, c'est elle qui prend le commandement. Enfin, c'est le conseiller qui prend le commandement, oui. Alors qu'elle n'a pas forcément les diplômes. D'ailleurs, c'est fait, j'avais très très intéressant de voir lorsque Dana Troy cherche à passer son diplôme pour devenir en effet lieutenant-commandeur, c'est-à-dire le même grade que Riker, parce qu'elle l'occupe de fait par sa position de conseiller, mais elle n'a pas forcément les diplômes pour l'avoir. Un peu comme moi oui, totalement. Un peu comme moi qui gère un podcast alors que je suis complètement à l'ouest dans tout ce qui est animation et montage. Mais bon, oui, tout à fait. C'est vrai que le conseiller. Mais par contre, tu disais qu'on ne trouve pas de conseiller dans Voyager, mais on n'en trouve pas dans DS9. Non plus, mais on va dire que, tu sais, on est sur une station, tu vois, et que sur une station, il y a peut-être moins le sentiment d'enfermement, tu vois. Il peut y avoir pour moi, le Galaxy, l'Enterprise D, c'est une micro-société qui navigue dans l'espace. Une station, tu vois, tu peux avoir beaucoup plus facilement du ravitaillement, des éléments qui viennent, qui repartent et tout. L'Enterprise D est en vase clos. Donc il faut une fonction. Par exemple, c'est dit à un moment que le conseiller gère, par exemple, la bonne mise en application des programmes scolaires des enfants qui vivent à bord. Tu vois, pour moi, le conseiller, c'est en fait l'apport des sciences humaines au commandement. C'est-à-dire que tu vois bien qu'il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, il y a énormément d'apports de l'ethnologie. Tout ça en plus, tu peux mettre un xéno devant, xénosociologie, xénoethnologie, pour voir un peu les civilisations que l'on rencontre, quelles sont leurs manières de fonctionner, essayer de comprendre un petit peu les gens qu'on a en face de nous, et d'avoir ça soit un conseiller qui ait cette fonction, je trouve ça très intéressant. Donc pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui doit être loyal, juste, organisé, curieux, là aussi dans l'empathie, mais aussi rusé. Et si on va dans notre monde à nous, on est obligé de l'amener vers une dimension qui est assez étrangère à tout ça, mais qui colle, c'est ce qu'on appelle les officiers traitants. Tu sais, quand tu as une agence de renseignement, tu vas avoir des personnes qui vont être dans un autre pays, soit sous couverture, soit que tu as réussi pas le terme corrompre, mais que tu as réussi à faire accepter de travailler pour toi, même si tu es une puissance étrangère, comme on dit. Et un officier traitant, c'est quelqu'un qui va collecter les informations que va lui donner cette source. C'est dans le monde de l'espionnage que tu peux avoir ce genre de personnalité, mais il faudrait prendre cette dynamique, mais lui astreindre aussi une dimension un peu plus universitaire, un petit peu plus, on va dire, scolaire. Donc de faire un gros mélange de tout ça, en estimant que le conseiller, on le voit avec Reginald Barclay, c'est celui qui est aussi un conseiller psychologique. Tu le vois aussi quand elle recueille les
Picard après qu'il ait été chez les Borg ou qu'il ait été torturé par les Cardassiens. Tu vois que Star Trek dans le 24e siècle a compris qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour incarner ces sciences humaines, comme j'ai dit, psychologie, sociologie, etc. Donc voilà. Et pour te faire un lien, c'est pour ça que j'aurais bien aimé que Dragor soit là. Pour moi, elle a remplacé l'officier de communication qu'on retrouve dans Enterprise et qu'on retrouve dans la série originale. Ouais. Celle qui était, tu sais, d'une manière assez méchante, on pourrait dire que Uhura, c'est la standardiste. Oui, totalement, hein, surtout que c'est vraiment le boulot qu'elle a. Oui, allô. Voilà. Vaisseau du capitaine Kirk, bonjour. Et donc, quand ils ont pris Enterprise, tu vois très bien que comme les traducteurs étaient moins importants, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit sur la linguistique. Tiens, encore une science humaine, tu vois. Mais que du temps de Picard, avec les progrès faits par les traducteurs universels, on peut avoir quelqu'un qui est plus dans la psychologie que dans la linguistique, même si on peut imaginer qu'il y ait quand même des liens entre les deux. Donc, pour moi, tu vois, cet officier-là, ce conseiller, c'est la manière aussi dont la nouvelle génération a voulu dire, on fait sortir la femme du rôle de standardiste et on lui donne un vrai rôle important, parce que elle n'est plus là que pour prendre les messages, comme tu viens de le dire, mais elle est là aussi pour écouter, conseiller, organiser cette vie, donner des renseignements sur les sociétés, les personnes que l'on rencontre. Donc pour ça que je trouve que c'est un rôle qui illustre la volonté de montrer le progrès, à la fois pour la nouvelle génération en disant hey, regardez, on a mis en numéro 3 quelqu'un qui a un vrai rôle, et pas juste une femme parce que voilà. Et du point de vue sociétal, en disant voilà, c'est à côté de la science, comme on a dit, de la médecine, de l'ingénierie, eh ben il y a quand même quelque chose sur les sciences humaines. Et qui prendrais-tu alors comme conseiller? Moi, j'ai un faible pour Sato. Je trouve que alors elle est plus dans la linguistique que dans autre chose, mais je pense que elle pourrait très bien organiser beaucoup de choses. Tu vois, donc à mon sens, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai vu des critiques disant que Sato était un personnage qui était assez, on va dire fade, alors que je trouve que c'est un personnage qui reprend une certaine composante asiatique elle est discrète mais efficace. Elle est pas là pour montrer qu'elle sait faire, elle est pas là pour se mettre en scène pour dire hey, regardez, je sais faire. Elle fait le job et voilà. De la même manière, elle n'apprécie pas forcément. C'est un de mes personnages favoris de Enterprise. Oui. Tu vois. Donc, moi, je prendrais ça. Puis, sur qui es-tu, on amènerait comme personnage venant d'ailleurs. Ben, en suivant le fil de ce que c'était qu'il y a une dimension un peu d'espionnage, pour moi, enfin, même si c'est très très loin, je parle, les compétences qu'elle demande, nous, de nos jours, on les utilise pour épier les autres. Alors que dans le futur, les mêmes compétences, on les utiliserait pour développer notre propre peuple. Tu vois à peu près les distinctions que je fais. Ouais. C'est-à-dire que la compétence, ça dépend de ce pourquoi on l'emploie. Et donc là-dedans, en conseiller, comme tu dis, qui peut aussi mener de la diplomatie, mener des accords et tout pour seconder le capitaine, tout ça. Ben moi j'aurais bien vu Judi Dench, qu'on a pu voir dans le rôle de M dans les James Bond, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Ah oui. D'accord. Tu vois, tu vois à peu près le rôle de femme. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais surtout qui analyse une situation, qui est capable d'être à la fois ferme, mais elle comprend la situation, elle détermine une stratégie. J'aurais bien mis Judi Dench carrément en capitaine, moi-même. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est intéressant justement de dire que tu vois, dans notre siècle à nous, on utiliserait toutes les compétences de Dench pour être dans l'espionnage, alors que nous l'utiliserions pour le développement des compétences d'un vaisseau. C'est vrai. C'est totalement vrai. Voilà. Moi, de mon côté, j'aurais mis Keiko O'Brien, donc l'épouse de Miles, parce que elle a un côté social extrêmement important. Bon, on la voit professeur, c'est vrai, mais pas qu'à cause de ça. Là, dans ces discussions avec Miles, je la trouve très très réfléchie, très à la recherche de ce qu'il y a derrière chaque mot. Et tu remarqueras que ça veut dire que ça fait
on va dire un duo. Tu sais, l'ingénieur qui s'occupe des machines et l'autre qui s'occupe de l'équipage. À eux deux, ils roulent l'Enterprise. Et en conseiller physique, pas physique, n'importe quoi, ça y est, comment se perdre, du véritable monde de la réalité. Voilà. J'aurais le monde qui est autour de toi, là, tu sais, ce que tu as du mal à comprendre. Oui, j'ai beaucoup de mal à l'appréhender. J'aurais mis Robin Williams. Tu aurais mis Robin Williams. Ouais. Parce que il a ce petit côté nounours. S'il y a une personne à qui je me serais bien confié, c'est Robin Williams. Après, je trouve que Robin Williams était bien aurait été un bon conseiller. Il a pareil, cette manière reposée dans la plupart des films où on le voit. Il passe beaucoup de temps assis à discuter avec les personnes qu'il a en face de lui. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a joué un psychologue une ou deux fois, non? Oui, mais dans Will Hunting, il joue un psychologue. Eh ben oui, totalement. Mais même dans Insomnia, il joue un psychologue. Non, je suis pas sûr. Je sais plus si c'est un même flic, mais après, c'est lui qui joue le docteur dans l'éveil. Mais oui, mais donc maintenant, on va attaquer le plat de résistance pour le numéro 2 et le capitaine. On a oublié le chef de sécurité. Ah, pardon. Oui, on a oublié le chef de sécurité. Excuse-moi, j'étais dans le numéro 3. Alors, le chef de sécurité, je pense que c'est l'un des éléments dans lequel on peut le plus facilement se projeter. Parce que c'est quelque part l'élément le plus réel de notre monde. Hein. Il y a des chefs de sécurité, on pense sécurité, on pense agent de sécurité, on pense policier, on pense, tu vois... Rapidement, on arrive à concevoir un petit peu ce que c'est. Moi, la seule chose, c'est que pour faire ce genre de choses, il faut quelqu'un qui a des compétences martiales, du moins que tu sentes une certaine martialité dans ce rôle-là. Tu peux pas le donner par exemple, si on prend les séries Marvel, pour donner le contre-exemple total, tu prends Iron Fist, qui est censé être quelqu'un qui est extrêmement doué dans les arts martiaux, qui a été entraîné pendant 10 ans à la dure. Bah, quand tu vois l'acteur qu'ils ont choisi, le mec, je suis désolé, il colle pas. Il fait ce qu'il peut, mais tu sais, ça s'apprend. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des arts martiaux, il y en a qui ont appris à se battre et à se tataner sur un tatami, et il y a ceux comme lui, je pense, qui ont juste fait quelques cours, beaucoup de yoga, et puis voilà. Donc la seule exigence que j'ai, c'est que ça soit quelqu'un qui soit dans un domaine martial, que ça se sente dans sa démarche. Ok. Pour ça que Worf colle assez bien pour moi. Tu vois, Tuvok, je trouve, colle pas du tout. D'ailleurs, Tuvok est mauvais en... Ouais, totalement. Et puis je trouve... Oui, vas-y. Moi, sur le coup, maintenant, après avoir vu la série entière, ça va. Mais je trouvais que Tuvok... étrange de mettre un Vulcain en officier tactique. Ils ont voulu jouer un contre-emploi, pourquoi pas. Mais le problème du contre-emploi, c'est qu'il faut qu'il soit un peu efficace. Parce que, si tu veux... le nombre de fois où le Voyager se fait, attaquer, qui se fait défoncer, que les mecs arrivent à monter à bord, que les gens qui sont censés être en prison se barrent, j'ai envie de te dire, mais elle est où la sécurité sur le Voyager? Mais c'est l'un des défauts du Voyager. C'est salut, on arrive, bon, allez Voyager, on prend une belle, et puis on arrive à bord, on fait ce qu'on veut. Donc pour moi, c'est le gros souci de Tuvok là-dessus. J'étais d'accord sur le contre-emploi, mais quand tu fais le truc, au bout d'un moment, tu en rigoles. Pour ça que moi, j'aime beaucoup Reed, parce que justement, je trouve que ils l'ont très très bien décrit psychologiquement. D'ailleurs, tu sais, dans la saison 3, dans lequel il est face à un Mako, et cette manière d'être dans le concours de BITE, excusez-moi du terme, avant de se rabibocher c'est d'un réalisme. D'ailleurs, même l'entraînement où il s'entraîne, c'est l'un des éléments où j'ai trouvé que ça ressemblait le plus aux sensations que tu peux avoir quand tu es sur un tatami. Je sais pas si ça t'a fait la même chose. Non, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est très bien. Mais je te dis, je garderai Worf parce que c'est le plus, pour moi, celui qui incarne le mieux, dirons-nous, sur ce côté, je dis vraiment martial, même si bon, après c'est une histoire de mise en scène, mais voilà. Moi j'avais mis, alors je n'aime pas le personnage, mais je trouve qu'elle colle très bien à son rôle. J'ai gardé Tasha Yar. Je la trouve maligne en fait dans son job.
Je sais pas si tu te souviens, mais Worf dans TNG, dès qu'on rencontre un nouveau vaisseau, machin, il dit je prépare les torpilles. Et Picard lui dit non mais attendez, on n'a même pas dit bonjour, tu te calmes. Et je le trouve un petit peu trop. C'est bien, il a envie, hein, quoi. On le voit, mais je trouve un petit peu trop. Et Tasha Yar, même si sa personnalité hors officier de sécurité ne colle pas du tout à l'époque, elle a 2 siècles de retard. Non, j'exagère, hein, mais je suis un petit peu méchant avec elle. Mais je trouve qu'en officier de sécurité, elle fait bien le job. Tu sais, tu dis ça par rapport à la personnalité de Tasha Yar, mais tu vois, tu peux dire à peu près la même chose de beaucoup de personnages de la première saison, qui est une ébauche de ce qui seront plus tard. Or, Tasha n'a même pas terminé la première saison. Denise Crosby était en partie parce que je crois qu'elle voulait pas rester dans le rôle. Mais qu'est-ce qu'elle aurait donné, tu vois, si on avait eu 4-5 saisons avec elle? Ça aurait été intéressant, tu vois. Mais bon, pour ça Après, que je valide ton choix, hein, parce que je trouve que ce qui était bien avec Denise Crosby, c'est qu'elle avait ce côté martial quelque part. Elle était vraiment, tu sais, un côté fermé, un côté, tu vois, t'as un côté d'avoir un tigre, tu sais, en laisse. Oui, totalement. Tu vois, pour dire, ok, on va pas jouer à l'idiot parce que leur service de sécurité, il a l'air compétent. Ouais. Et tu vois, j'avais mis en second Odo parce que il n'a pas ce côté agressif. Mais Odo n'est pas vraiment un officier de sécurité. C'est un constable, c'est un gendarme en fait. Donc il est là plus pour empêcher que les problèmes arrivent plutôt que réagir lorsqu'ils sont là. Et Odo, c'est mon outsider, tu vois. Ouais. C'est pour les raisons que tu as expliquées, je suis totalement d'accord. Mais là encore, je trouve que si jamais tu vas avoir quelqu'un qui organise une sécurité, je trouve qu'Odo est là, j'aurais confiance vraiment dans ce qu'il peut faire. Okay. Et dans le monde de la vraie vie, dans le monde réel de la vérité. Moi, je mets Michelle Rodriguez parce qu'elle est extrêmement violente. Mais une Michelle Rodriguez qui, à l'image d'une Tasha Yar, tu fais mourir rapidement pour la faire remplacer. De toute façon, elle est habituée dans tous les films où elle a joué, peut-être sauf je sais pas, si dans tous les films où je l'ai vue, je crois qu'elle meurt. pour la faire remplacer par Djimon Hounsou. Est-ce que tu vois qui est Djimon Hounsou? Bien sûr, oui, ouais. C'est un modèle, tu vois. Oui. Et très très bon acteur que j'aime beaucoup dans Blood Diamond. Pour rentrer dans un rôle un peu à la Worf. Alors je le mets pas parce que Michael Dorn est noir, hein, c'est pas. Mais il a ce côté présence physique. Ah, ça, c'est vrai qu'il y a une présence physique. Également présence mentale, un peu façon Odo, plus réfléchie. Je trouve que c'est une personne qui dégage quelque chose. Et toi, qui mets-tu? Moi, je mets Elodie Yoon. Je ne vois pas qui est Elodie Yoon. Pour des raisons personnelles, mais aussi parce que c'est une actrice française, tu vois, qui joue le rôle d'Electra dans la série Daredevil. D'accord, oui, ça y est, je vois, maintenant que je viens de googliser. Ok. Donc voilà, c'est, si tu veux, c'est un peu... c'est là qui a joué dans Beyond, tu vois, qu'on a pu voir ailleurs. Ce sont des jeunes femmes qui ont un vrai côté martial, de vraies compétences d'actrice. Et je pense que en ayant ces deux éléments, il y a des histoires intéressantes à écrire avec elles. Voilà, donc je suis totalement d'accord avec Djimon Hounsou. Moi, tu vois, justement, là j'aurais plutôt envie de voir, tu vois, on va dire, un côté plus féminin, tu vois. Parce qu'après, si je devais mettre quelqu'un, pourquoi tu mets pas directement The Rock ou Jason Statham? Alors, The Rock, on en reparlera dans une autre émission, je pense. Oui. Mais Statham je vois, ou même comment il s'appelle, Stallone à la belle époque, ou Schwarzenegger, parce que il représente la violence, pas la sécurité. Ouais, pourtant, tu vois, Statham a un côté second degré. Tu sais, c'est assez amusant. Non, pas dans le Statham de Snatch. Je peux le mettre dans. Je sais pas si je le mettrai en officier, mais je peux le mettre dans un univers de Star Trek. Mais le Statham de Expendable, j'ai jamais vu Expendable, mais là où ils sont là pour leur attitude physique, je ne le mettrai pas. Non.
Tu vois, ça, mes remarques, je juge sans connaître. Hein. Mais je dis, il faut que tu vois, parce que dans Statham, il y a un peu de tout. Il peut y avoir du premier degré ou du second degré, mais de vraies compétences, comme je te dis, martiales, et peut donner quelque chose. Tu vois, en tant qu'acteur aussi. Parce que grosso modo, à part dans les Fast and Furious, c'est encore beaucoup changé par rapport à ce qu'il était. C'est un rôle physique, mais si tu veux, ça reste un preux chevalier. C'est quelqu'un qui est du bon côté. S'il utilise la violence, ce n'est que pour défendre la veuve et l'orphelin. Pas dans tous les films, mais Statham a plutôt voulu se caractériser dans ce genre de rôle. Tu as des acteurs très physiques qui par contre, eux, se sont spécialisés dans des rôles plus violents et plus, on dirait, de méchants. Mais bon, on pourra en parler dans une autre émission. Donc, allez, on attaque le plat de résistance. Allez, c'est y part. Allez, et ben c'est toi qui commence, vas-y. Alors, comment est-ce que toi tu vois le couple premier officier et capitaine? Oula, bon, moi je n'ai pas la profondeur de tes analyses, hein, donc je risque ça va aller assez rapidement. Mais déjà, comme on les présente, c'est un couple. Il faut vraiment que ce soit deux personnes capables en fait, le number one, là, le numéro 2, ça c'est marrant d'ailleurs en français. Le numéro 2 doit être vraiment présent absolument partout là où le capitaine n'est pas. Il faut que le capitaine puisse se poser sur le numéro 2 sans souci. Donc pour ça, il doit être capable du mieux comme du pire, dans le sens où s'il faut passer la serpillière, ben le number one doit être capable de pouvoir passer la serpillière. Mais si le capitaine n'est pas là et qu'il faut casser la gueule au Klingon, ben il faut qu'il soit capable de le faire. Et donc il faut un personnage capable de tout, et surtout beaucoup de psychologie, j'ai l'impression, parce que on le voit surtout dans TNG avec Riker, qui a beaucoup de contacts humains avec les membres de son équipage. Il passe son temps avec les officiers supérieurs, c'est vrai, mais il va voir les enseignes en leur disant c'est vous qui changez de car, machin truc. Il y a cette dynamique humaine. Et d'ailleurs, il fonctionne beaucoup en duo avec le conseiller, avec Troy. Riker et Troy travaillent beaucoup ensemble. C'est pour ça que je t'ai dit que pour moi, le rôle de conseiller que l'on voit pas dans Voyager et dans d'autres est un rôle qu'ils ont peu passé à l'as, mais en effet, le premier officier et le conseiller ont beaucoup de choses à faire pour être, on va dire, faire tourner la machine, faire tourner la baraque, tu sais, quand le capitaine n'est pas là, parce que de ce que tu dis, tu vois, le capitaine, il est au-dessus. Mais tu vois, je pense que le numéro 2 doit avoir autant, sinon plus, de charisme que son capitaine. Ce qui a forcé en fait mon choix dans l'acteur réel. Vas-y, continue. Alors moi, on pourra parler plus tard de charisme, mais c'est pas une donnée j'utilise très souvent, c'est pas une donnée sur laquelle je suis très fan, parce que beaucoup de choses se retranchent derrière le charisme. Dans le charisme, on confond souvent avec, tu vois, la séduction, c'est-à-dire que, tu veux, la manière dont quelqu'un va te dire la même chose, s'il répond aux critères de beauté, tu as plus envie de le faire ou pas. Mais la séduction n'a qu'un temps, c'est-à-dire la manière dont on se plaît physiquement ou intellectuellement. Le charisme, c'est que il se base, à mon sens, sur la compétence. C'est-à-dire, face à une situation donnée, une situation de crise, ce qu'attendent, on va dire, un groupe, c'est quelqu'un qui soit capable de leur tracer une route et que cette route les sorte de la crise. De la même manière, on attend de quelqu'un qui va diriger qu'il dise toujours à la même personne, même avec un sourire, tu veux pas aller nettoyer les chiottes s'il te plaît, parce que tu fais ça si bien. Mais quand tu t'aperçois qu'il y a qu'à toi qui le demande et que tous les autres ils mettent pas les mains dans le caca, tu trouves pas ça juste et tu as moins envie de le suivre. Donc, ce qu'on appelle pour moi le charisme, c'est déjà avant tout la compétence par rapport à la situation organisée, et la justesse, on va dire, dans le fait que tu n'as pas de traitement de faveur, tu traites chacun selon son mérite, ce qu'il apporte, la manière dont tu peux remettre des gens à leur place quand tu estimes qu'ils sont en dehors des bornes, mais que tu fasses sans être cassant, sans attaquer la personne. Enfin, tout ça participe à un ensemble de compétences. Pour ça que j'ai du mal à mettre dans le charisme, parce que, encore une fois, on a l'impression que le charisme, c'est l'aura d'une personne qui dit on va à gauche et tout le monde va à gauche.
Il y a beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle le leadership, sur la manière de suivre des gens en politique. Enfin bref, on pourra en parler plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec toi que c'est un couple, mais c'est un couple dans lequel le capitaine est prédominant. C'est-à-dire que la manière dont le capitaine va orienter sa pratique a besoin d'un numéro 2 qui va lui permettre de le faire. Tu sais, t'as des épisodes où Picard est absent et on amène un capitaine à la tête de l'Enterprise et le mec presque il repart avec un coup de pied au cul. Ouais, tout le temps. Ça, c'est une gimmick. C'est à peu près un gimmick, mais parce que tu vois que tout amiral, capitaine ou autre de ce qu'il est, il n'a pas ce que Picard a. Picard a justement cette justesse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur du vaisseau que vers l'intérieur du vaisseau. C'est son numéro 1 qui s'occupe, tu vois, comme on voit, tu dis l'écart, les machins, c'est lui qui a l'orientation de que le vaisseau tourne, et quelque part, Picard, c'est qu'est-ce que je fais de ce vaisseau qui est capable d'effectuer des missions. C'est plutôt lui qui va essayer de mener, tu vois, les ambassades. C'est lui qui va demander à son équipage, surtout aux premiers officiers, aux officiers supérieurs, de lui trouver des solutions pour aller dans le sens qu'il veut. C'est un peu la même chose pour Kirk, quand il veut quelque chose, il demande le meilleur aux gens autour d'eux, mais parce que tous ces capitaines, Janeway en fait partie, veulent aller vers quelque chose. Et pour ça que c'est difficile d'avoir, toi, de dissocier les deux. Et j'ai du mal à voir comment un numéro 2 qui ne comprendrait pas l'orientation de son capitaine pourrait rester longtemps. Tu sais, il y a cet épisode où Riker est lieutenant-commandeur femme qui lui dit, grosso modo, qu'il s'est empâté parce qu'il s'est mis sous l'ombre d'une grande personne, mais que il stagne. C'est un épisode assez intéressant pour justement voir la relation entre les deux, et que Riker plusieurs fois a refusé un commandement parce qu'il a l'impression qu'il continue à apprendre avec Picard. Le même Picard dont on a appris que quand il était plus jeune n'était pas du tout la personne aussi avisée qu'il est, et qu'il était plutôt dans pas un côté plus aventurier, à la fois réfléchi et aventurieux. Pour ça que il a besoin d'un quelqu'un qui, comme Riker, est beaucoup plus dans, je dirais pas la séduction, mais Riker est quelqu'un qui est craint, mais aussi apprécié, là où le capitaine est plus lointain. C'est, tu vois, il y a cette scène génération où quand ils reviennent après la promotion de Worf, où Picard vient d'apprendre que le décès de son frère et de son neveu, qui hausse le ton vis-à-vis un qui est pas totalement d'accord, et tu vois Riker qui est obligé de prendre sur lui. Là, tu as cet élément. Tu vois très bien que Picard a des fois une certaine froideur. Il a besoin de quelqu'un de beaucoup plus chaud comme étant Riker. De la même manière où Janeway fait la maman, et quelque part il y a Chatoquet qui fait le papa. C'est pour ça que on ne peut pas dissocier les deux. Il faut savoir qu'est-ce que ton capitaine va représenter, et donc on verra quel sera son numéro 2. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui est un petit peu naïf, plutôt sympa, il faut un numéro 2 qui va être beaucoup plus presque parano, tu vois, qui va lui apporter, qui va le protéger de des défauts de ses qualités. Je sais pas si tu comprends. Oui, j'entends. Et je pense que ça peut correspondre. Donc, tu as bien saisi, on est d'accord sur tu vois, l'importance de ce duo et de cette orientation. Et le problème, c'est que dans Star Trek, tu vois, Kirk est là pour... moi, j'ai toujours vu Kirk comme étant quelqu'un là pour montrer que la Fédération des Planètes Unies, Starfleet, la Terre est là pour se faire respecter. On est là pour découvrir, on est là pour nouer des alliances, mais face aux escrocs, entre guillemets, qui se font passer pour des dieux, face à ceux qui essayent de faire des entourloupes, ceux qui essayent de conquérir, Kirk est là pour dire, grosso modo, vous êtes gentils, c'est pas parce qu'on est un peu nouveau dans les affaires que vous allez pouvoir nous... Archer est par contre le Candide qui au fur et à mesure s'aperçoit que il y a quand même des dangers, il y a quand même des orientations à trouver. Voilà. Il y a après on arrive sur Picard et sur Janeway, sur Cisco. Je mets un peu de côté 10 parce que tu vois dans 10 tu as juste Lorca et Saru, oui, et qui puis quelque Lorca part sont assez avec toutes les limites de Lorca, mais je trouve que
Lorca et Saru se complètent quelque part aussi. Oui, le problème c'est que Lorca c'est biaisé par le fait que ce soit un escroc. Voilà. On verra peut-être dans la deuxième saison, suivant entre Pike et Saru. Mais je suis curieux. De la même manière où Philippa Georgiou et son numéro 2 qui était donc c'était par un bon duo. Je suis pas totalement convaincu justement que le duo soit bon. Ben, pour la bonne et simple raison que il y a une relation mère-fille. Pas accentuer le fait que la fille quelque part fasse sa crise pour s'émanciper de la mère, de la manière dont elle le fait avec tu veux, il y a un chevauchement qui n'est pas on va dire en adéquation avec les fonctions qu'elle doit occuper. Tout ça pour amener le traumatisme d'avoir été sur la mutinerie qui aurait développé la guerre, enfin déclenché la guerre avec les Klingons, etc. Donc surtout que même quand elles vont sur le vaisseau, tu vois, physiquement quand tu vois Jonathan Frakes et Patrick Stewart, tu vois une complémentarité. Elle est évidente, tu vois, entre les deux types de physique. Oui. Qui, tu vois, Genoway. Ouais, c'est le même genre de physique. Oui, non, je veux dire, oui. De complémentarité. Et Michael ont le même. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, voilà, après t'as pris le numéro 2, je veux dire que tu aurais très bien vu que Michael aurait dû être sur le vaisseau Klingon avec un mec super costaud, quoi, et pas deux types de physique qui sont dans les mêmes, on va dire dans à peu près même, parce que bon. Oui, dans le même, oui, c'est la même taille. Registre. Oui. Voilà, pour ça que je mets de côté. Donc, si je dois en retenir qu'un, moi, c'est Picard et Riker, parce que je trouve que c'est ce que j'ai trouvé de plus complémentaire entre le côté un peu taquin de Riker face à Somme de principe qui est Picard. Somme de principe qui est assez intéressante, qu'on a vu, qui a une origine, son lien avec l'archéologie et sa jeunesse aussi assez agitée. C'est-à-dire que si tu veux, je pense que Riker a toujours été quelqu'un d'assez avisé, qui a compris qu'il ne pouvait pas utiliser que son charme naturel, mais qu'il devait développer des compétences. Là où Picard est quelqu'un qui s'est assagi. Tu vois, de celui qui décide d'approfondir quelque chose, pendant que l'autre décide de se calmer et de voir au-delà, de canaliser ses envies. Parce que c'est comme l'épisode Tapestry de TNG est très très intéressant pour montrer à Picard que ce sont les épreuves qui l'ont construite et qu'il peut pas demander à Picard jeune d'être ce qu'il est, parce que c'est ce qu'il est qui l'a amené à être aussi avisé. Donc moi je garderai ces deux-là comme étant le duo pour moi vraiment. C'est vrai que c'est un duo iconique de toute façon et qui a posé les bases de beaucoup de choses. Moi je garde Picard en capitaine et en numéro 1 je lui attribuerai Sisko. Tu es sûr, tu te rappelles quand même le Sisko de la saison 2-3 quand il commence à pardonner un peu à Picard, pas à pardonner mais à passer à autre chose. Évidemment on parle de mentalité, de personnalité, pas de enfin bon. Et parce que en fait je ne sais pas. Ce sont deux personnages que j'aime beaucoup. Je saurais pas expliquer pourquoi je mets Sisko. C'est l'instinct, voilà. Toi, tu mets. Sisko en fait est un peu un Picard en devenir parfois, j'ai l'impression. À part parfois il a un peu plus de punch et de niaque que Picard. Punch et niaque que a Riker, mais je sais pas. Écoute. Non, voilà, j'obéirais à Sisko, mais peut-être pas à Riker, tu vois. D'accord. Toi, ça serait plutôt. C'est gratuit. Lequel des deux auquel tu obéirais? Non, mais c'est non, une question à se poser. C'est pur commandement. C'est voilà. Après, tu pourrais y réfléchir. Hein, tu vois, ça te donnera un vrai espace de réflexion. Tu me laisses une quinzaine de jours et je te file 40 pages. Voilà. Vous avez entendu, c'est enregistré. Hein. Alors, dans la vraie vie, qui verrais-tu pour remplacer ce duo iconique? À part JP et moi. Beaucoup plus difficile. Pour moi, les capitaines de Starfleet sont à la fois des ambassadeurs, des généraux, et ils représentent les idéaux de Starfleet. Donc, je les ai toujours vus beaucoup plus comme des ambassadeurs que les militaires, sachant que les ambassadeurs sont aussi des gens qui sont là pour suivre une hiérarchie.
Donc compliqué, tu vois, compliqué de trouver vraiment quelqu'un qui incarnerait à peu près tout ça. J'ai réussi à trouver le numéro 1, mais j'ai pas réussi à trouver le capitaine vraiment. Après, tu peux prendre beaucoup de cas dans la vie d'acteurs dans lequel tu as un couple mentor et jeune qui se joue, hein. Je veux dire, c'est pas ce qui manque d'avoir un personnage avec le mentor avec les principes et le jeune qui arrive, puis tu fais le deuxième épisode où le jeune il a un peu plus de responsabilité, enfin, etc. Donc ça, c'est pas ce qui manque, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment un acteur, j'avoue. Vas-y, dis-moi si t'arrives à te hyper. À me hyper ou à me donner une, on va dire une piste. Ah, peut-être une piste, mais je ne pense pas que tu sois d'accord avec moi. Mais tu n'as pas donné ton numéro 1 quand même. Moi je mettrais bien en numéro 1, je mettrais... Alors ça a coupé. On ne sait pas qui tu mettrais. Je mettrais bien Mathieu Kassovitz. Oui. Ah, c'est vrai. Ouais. Ben écoute, moi en numéro 1, je mettrais Gaspard Ulliel pour cette présence physique. Donc plus dans la séduction. Gaspard Ulliel en numéro 1 et 2 son capitaine, et alors il va falloir que je m'explique là-dessus, de son capitaine qui serait Halle Berry. Alors Halle Berry, bon déjà l'âge correspondrait, parce que maintenant que tu parles d'âge, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, que Chris Pine est peut-être un peu jeune pour être capitaine. Enfin bref. Et Halle Berry, dans son rôle de Tornade dans les X-Men. Alors pour expliquer, dans les X-Men, Tornade devient leader des X-Men pendant de très nombreuses années à la suite du professeur Xavier, donc de Jean-Luc Picard. Ah là là, on fait tous les liens. Et je trouve que une Halle Berry Tornade en capitaine serait vraiment géniale. Elle a le répondant, l'agnac, elle a la verbe, et Gaspard Ulliel aurait sa présence physique auprès de son équipage. D'accord. Oui, bon. Je vois l'orientation. Je t'avoue que je suis pas totalement séduit. Peut-être parce que, si tu veux, il me manque chez Alberi, pour moi, une petite cicatrice. Non, mais je dirais plutôt pour commander là-dessus. Tu as raison, peut-être pas forcément une cicatrice, mais quelque chose de résistant, comment on dirait. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose qui te donne envie de voir au-delà. Que on a toujours trouvé à peu près dans les capitaines. Mais grosso modo, ça voudrait dire que tu ferais plutôt Alberi, tu la mettrais dans les pattes d'une Genoway, par exemple, pour toi. Ah non. Non, pas dans une capitaine, on va dire, parce que Alberi, moi je l'ai vu dans, on va dire, les capacités de commandement, mais d'écoute aussi. Justement, dans le rôle de Tornade, elle est ouverte, tu sais, à... Non, c'est parce que j'ai des difficultés avec Janeway. Pour moi, c'est pas un capitaine, c'est une maman. C'est tout. C'est un peu comme une crusher. Hein. C'est tout. Mais après, oui, dans l'idée, oui, c'est peut-être. Dans l'idée, enfin, quand je dis Janeway, c'est-à-dire que c'est une capitaine qui est à l'écoute de son équipage. Après, comme c'est en effet la thématique qu'ils ont choisi pour Janeway, mais je la trouve assez juste, même si il y a beaucoup qui la critiquent. Je rappelle que le Voyager est coupé de tout. C'est-à-dire que est-ce qu'elle aurait été la même capitaine si elle était restée dans l'espace de la Fédération, parce que tu sais, tu dois garder une cohésion. Est-ce que les gens sont plus attachés à des principes, encore une fois, ou aux personnes? Et quand tu es loin, tu sais, les principes peuvent se déliter. Pour donner une image, c'est l'image de l'île déserte. Imagine que tu sois bloqué sur une île déserte avec Julia Roberts. Mon épouse n'apprécierait pas. Voilà. Mais pourtant, tu as fait un engagement, pas mal de choses. Mais je veux dire, c'est humain. C'est-à-dire que la société nous amène des interdits, nous amène à nous conformer à des lois, des règlements qu'on sait, qu'on accepte pas, mais qu'on doit respecter. Le plus souvent au sein d'un intérêt général. Mais quand tu es sur une île déserte, quand tu es loin de tout, tu es loin aussi de tout ce qui était tes interdits, tout ce qui était tes lois, tout ce qui était on va dire ce bien commun, parce que tu te retrouves déjà à t'occuper de ta propre survie et quelque part aussi de ton propre intérêt, tes propres envies. D'où c'est la question sur Janeway. Je peux comprendre que ça soit gonflant de ce côté maman, mais j'arrive pas à me dire, mais est-ce que je peux arriver à l'enlever de son compte?
Voilà. Donc mais c'est vrai qu'un Picard à la place d'une Janeway, je pense qu'il y aurait une mutinerie plus rapidement encore que celle qui est arrivée. Mais je pense qu'un Picard avec un Riker, il n'y aurait pas eu de mutinerie. Parce que Riker l'aurait vu venir et aurait fait comprendre à Picard qu'il fallait qu'il s'assouplisse. Parce que c'est mais un Picard c'est la force de ce duo. Avec un de chaque côté, ça ne serait pas allé très loin. Non, ça c'est sûr. Donc, tu vois, on a fait le tour, mine de rien. Ben oui, en j'espère que ça donnera envie 1h40 d'émission à peu près, c'est bien, c'est un exercice que j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça donnera à Dragor compter, de venir s'expliquer. Hein, je pense que oui, on va le reproposer et même JP, parce je pense qu'il pourrait. Oui, ça peut être intéressant à plusieurs une fois qu'on a posé certaines bases, parce que il y a plusieurs variantes. Hein. Je veux dire, on peut faire l'équipage extraterrestre, on peut faire les personnages questionnement de l'identité, on peut faire le personnage avec que des femmes, et on peut avoir plein d'idées de décliner en fonction et à la fois du monde vrai, de la vraie vie autour, mais aussi du monde de Star Trek, de prendre des thématiques et de voir si on arrive à constituer un équipage à partir de ça, même si les fonctions que l'on a dit seront un petit peu écornées, mais c'est justement dans cet élément un peu écorné que ça donne de quoi discuter, de quoi réfléchir, de quoi s'amuser en somme. Et pour ça, j'ai réfléchi moi de mon côté, et je vais te proposer un petit jeu. Je vais me dire si tu es d'accord. Je te propose l'équipage Avengers. Avengers film ou Avengers film. Aïe, je suis trop en retard, je n'ai regardé que la première phase. Du coup. Non, mais il n'y a pas de problème, ça suffit, je suis parti là-dessus. Donc, pour le rôle du capitaine, on va pas chercher bien loin, on va prendre Captain America, c'est dans le nom. Oui, c'est le nom et la fonction, c'est comme Captain Serpillère. Parce que si tu mets par exemple si tu mets le Captain timonier, oui. Pourquoi est-ce que le Captain est timonier Voilà. Donc, on ne va pas s'embêter, on met Captain America. En plus que dans ce que je te dis, la personne qui est là pour donner une orientation, être assez, tu sais, le flambeau quelque part. Et c'est ce qu'était Captain America. Je trouve que ça colle parfaitement, tu vois. Surtout joué par Chris Evans pour ce côté extrêmement solaire. Est-ce que tu valides ? Je valide. Tu valides. Très bien. Maintenant, comme je t'ai décliné que le capitaine a besoin de 2 personnes en dessous de lui pour faire tourner les choses. Alors j'ai trouvé comme personne en dessous, je mettrais bien donc Jeremy Œil de Faucon en tant que numéro 1. D'accord, Œil de Faucon en numéro 1. Le mec organisé, tu vois, parce que autant le capitaine est assez solaire, autant tu peux mettre Jeremy Renner dans le rôle d'Œil de Faucon pour être un peu plus taciturne, un peu plus à faire tourner la baraque, tu vois. Et en tant que conseiller, eh bien, on va mettre Scarlett Johansson pour faire la Veuve Noire. Qui est donc allez, petit tacle gratuit, la seule femme de l'équipe est donc relayée au secrétariat. Mais non. Et c'est la numéro 3. Non, à l'évolution du secrétariat. non, c'est du troll absolu et gratuit que je fais là. Ne t'en fais pas. Quand je te disais empathique, rusée et organisée, loyale, je trouve que j'ai défini comme étant le rôle de conseiller, je la vois très bien comme étant justement, si tu veux, de ce duo-là, c'est essayer de garder le capitaine, soit Captain America, de ses défauts. C'est-à-dire que tu vois très bien comment quelqu'un comme le personnage de Captain America est quelqu'un de plutôt positif, qui voudra mener des négociations avec tu vois, plein d'autres civilisations, vouloir plutôt s'entendre que faire la guerre. Il faut donc bien 2 personnes en dessous qui soient capables de penser aux coups tordus qui pourraient être faits, les anticiper et tout. Et dans les 2 cas, je trouve que ça serait très intéressant de les avoir. Ensuite, l'officier scientifique. Est-ce que tu vois de qui je veux parler ? Ça, c'est quand même très simple. Banner. Voilà, exactement. Tu vois pas qui collerait bien, l'officier scientifique ? Bah, c'est son boulot. Et tu peux lui mettre en petit alcoolique, en petit acolyte Peter Parker. Si tu veux, oui. Mais tu vois, dans les 2 cas, ce qui est assez intéressant, c'est que on disait d'un mec à chaque monde, ça serait intéressant de voir l'officier scientifique envoyé sur la planète
et que le mec, c'est bon, on a capturé l'officier scientifique. Ah merde, il nous a pété la gueule. C'est vrai que ça calme un peu. Et justement, alors qui c'est qu'on met à la sécurité? Lequel le mec, quand tu le vois arriver, tu te dis j'ai pas envie de jouer au con. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, c'est le mec. Vous avez écouté le capitaine? Vous avez pas voulu faire l'accord? Très bien, je vous péter la gueule. Alors pour la petite histoire, il y a même un espèce de crossover Marvel qui se passe dans le Battle World où il y a toute une armée de Thor qui sert de gardien. Ensuite, continuons. Le docteur. Le docteur. Je ne sais pas. Là, j'ai mis le Docteur Strange. Et c'est dans le nom aussi. Hein. Ah oui, mais j'ai pas vu. Et donc, Doctor Strange est joué par Dominic Cumberbatch. Ah. Voilà. Donc, est-ce que tu valides là aussi? Oui, tu nous fais des petits liens. Très bien. Ouais. Et nous arrivons donc à l'ingénieur-chef. Faut-il de te dire qui est l'ingénieur-chef? Eh bien, Tony Stark. Et voilà. Parce que, tu vois, c'est bien beau, parce que Tony Stark, c'est les ordres durs, donc il faut lui donner son propre royaume. Et... ça correspond tellement. Ça correspond tellement. Tu es d'accord avec moi? En plus que c'est lui qui va bisouiller truc et tout, et qu'il faudra bien la veuve noire et œil de faucon pour arriver à lui dire Tony stop. Oui, clairement. Et comme on dit qu'il y a un lien entre le pilote et l'ingénieur, là par contre j'ai mis comme pilote, j'ai mis Vision, qui est dans le deuxième là que tu notes, t'as moins vu, mais tu sais qu'il y a une créature, on va dire après je connais le personnage de comic book, mais je sais pas comment il est traité dans les films. Voilà, mais faut simplement savoir que dans le film il y a un lien. C'est Tony Stark qui l'a créé avec une partie de sa propre personnalité. C'est tu as vu les films c'est fou, Iron Man? Oui. J'ai vu. Et tu sais que Jarvis, l'intelligence artificielle à laquelle il parle souvent, a donné Vision. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour piloter ce que Tony Stark aura lui-même créé que quelqu'un qui est un dérivé quelque part de lui-même? Ouais, tout à fait. Alors tu vois très bien comment l'ingénieur peut dire non mais quand ils te disent tu fais. Tu es 3 fois plus intelligent, tu calcules les trajectoires mieux qu'eux, donc tu fais. D'ailleurs c'est moi qui t'ai programmé, donc tu fais. Donc voilà les Oui, je t'écoute, vas-y, je rebondirai après. Voilà, c'était simplement te dire voilà notre équipage Star Trek version Avengers. Mais pour te dire voilà ce que ça donnerait, et pour certains tu vois ça te fait rire, ça colle pas mal. Et ça nous amuse de le voir. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer en plus, on aurait pu mettre un Chris Hemsworth en chef de sécurité également, ouais. Maintenant qu'il a acquis un peu de carrure. Voilà, bon. À part Dominic Cumberbatch, tu vois, et d'autres, j'ai essayé de juste regarder mon livre. Pour te donner l'équipage Avengers. Et comme je t'ai dit, pour essayer de donner à d'autres l'occasion de nous proposer un équipage à eux, à partir de, comme on peut le voir, d'une autre franchise, à partir de la saga Star Trek, à partir du monde réel, pour venir en discuter entre nous et s'amuser. Oui, très chers auditeurs et auditrices, et vous, quel est votre équipage fantasmé que vous auriez aimé avoir? Une fois de plus, Julia Roberts en capitaine, oui, pourquoi pas? Vous avez le droit. Merci, Matou, pour cette émission que tu nous as apportée. Je me suis beaucoup amusé à faire cette petite liste. J'ai déjà préparé une liste pour les acteurs qui ont joué dans Star Trek, mais que l'on a oublié qu'ils avaient joué dedans. Ouais. Et ce sera pour une autre émission. Nous vous souhaitons, je pense, à toutes et à tous une très longue vie et beaucoup de prospérité. N'hésitez pas à réagir, à nous donner la liste, comme je le disais, sur Twitter avec le hashtag Noobtrek, hashtag Nultrek, ou sur les commentaires Facebook, YouTube ou autres. À très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. Je lance le générique. Au revoir. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.